Bonjour, mon nom est Christina Fassoula. J'habite au Québec, à Huntington, dans la belle région du Haut-Saint-Laurent. Euh, Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire comme un podcast, parler un petit peu de moi, de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Je suis artiste textile. Je produis à partir de la toison brute, soit de mouton, alpaga, chèvre mohair, lapin angora, peu importe. Tout ce qui est fibre me passionne. Je fais du tricot depuis l'âge de 10 ans. J'en ai 40 ans maintenant. Je fais du tissage depuis 4 ans, crochet depuis 10 ans, filage depuis 8 ans et demi. J'ai toujours aimé produire. Toutefois, j'ai toujours manqué un peu de temps pour pouvoir faire des vidéos. Oh oui, c'est vrai aussi, j'ai fait du tricotin pendant plusieurs années, au moins 20 ans. Euh, Aujourd'hui, j'aurais envie de partager un petit moment. Des fois, c'est pas facile avec la pandémie, l'isolation, c'est beaucoup plus difficile. On peut pas se retrouver entre nous. Et déjà que l'art textile, c'est vraiment un art solitaire. Euh, des journées qu'on peut se regrouper, soit tricoter, crocheter, filer. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement faire maintenant. Les guildes sont fermées. Tout est fermé, vraiment. C'est la réalité de nos jours. Donc, j'avais pensé faire une petite vidéo, voir, tester le terrain. Ça sera pas parfait, je vous promets que je vais faire de mon mieux, mais bon, il va peut-être avoir un petit peu trop de blabla, pas assez de contenu. Euh, J'aimerais juste partager un peu, voir peut-être plus tard, commencer à faire quelques tutoriels, soit sur la teinture, le cardage, le filage, un petit peu de tout, quoi. Si vous avez des idées de qu'est-ce que vous aimeriez voir, que vous aimeriez que je partage, laissez-les dans les commentaires. Si vous voulez me suivre, voir un peu l'évolution de ce qui va se passer, bien, s'il vous plaît, cliquez sur subscribe. Un petit pouce en haut, un thumbs up, ça serait bien aussi. Des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Euh, des, euh, les, des trolls, comme on dit, ben, bye bye. Ça va être effacé, point. Puis c'est pas utile dans la vie. Bref, qui je suis? Je suis quelqu'un qui a toujours aimé, depuis toute jeune, j'ai toujours aimé la laine. Ma grand-mère, qui habitait la Gaspésie, nous à Trois-Rivières à l'époque, m'envoyait à chacun de mes anniversaires une carte de bonne fête avec un 10 $ dedans depuis toujours que je me rappelle. J'ai touché au tricot à 10 ans, mais je me rappelle que vers l'âge de 7 ans, je commençais déjà à acheter des balles de laine au magasin 10 $ et plus à ma ville où est-ce que j'habitais Trois-Rivières à l'époque. Ma première balle de laine que je suis tombée en amour, c'est ça, je pense que j'avais 8 ans, 9 ans. C'était une laine acrylique, mais elle était noire avec du tweed, du moucheté blanc dedans. J'avais adoré cette laine-là, je l'avais achetée parce que je la trouvais juste belle. Puis un jour comme ça, j'ai su que ma voisine, Madame Pellerin, qui était déjà à la retraite, qui prenait soin, qui était aidante à domicile de sa propre mère, qui était presque centenaire à l'époque, tricotait, faisait des layettes pour les hôpitaux, tricotait aussi pour faire quelques sous. Puis j'étais allée voir Madame Pellerin, qui était tellement gentille, je l'aimais tellement, cette femme-là. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à apprendre à tricoter. Je crois que dans son idée, c'était comme, ah, on va lui montrer comment monter des mailles, comment faire quelque chose, mais ça ne durera pas. Bref, elle m'a monté les mailles, j'ai commencé à faire mon foulard. Je lui ai demandé pourquoi que mon foulard était plus grand ou plus mince à certains endroits. Elle me dit, ah, c'est parce que tu as fait des mailles de trop ou tu en as perdu ou tu en as tricoté deux en même temps, donc il faudrait défaire. Puis je me rappelle le visage, j'étais tellement choquée. J'ai fait, ah, défaire ce que je viens de faire, ça m'a pris des heures, il n'y en a pas question. Puis finalement, je l'ai laissé tel quel. J'ai continué. Puis je me rappellerai toujours de sa surprise quand je suis allée la voir. J'ai dit comment on fait pour sortir mon ouvrage maintenant des aiguilles. Elle pensait pas vraiment que j'allais poursuivre, peut-être dû à mon âge. Puis ça m'avait rendu fière. Mon foulard était à peu près ça de long, tout en zigzag. Euh, mais j'étais vraiment fière de mon produit. Je l'avais offert à mon père comme cadeau de Noël.
mon père qui est décédé maintenant il y a 5 ans du cancer, quand que nous avons nettoyé sa maison après son décès, j'ai trouvé ce foulard-là dans son tiroir à bas. Il l'avait gardé toute sa vie. C'était quelque chose pour moi. Bref, ma passion de la fibre, elle remonte à très longtemps. Du côté de ma grand-mère maternelle, elle faisait de la courte pointe, elle faisait du tricot, du crochet, du tapis crocheté comme rug hooking. C'était une femme qui gaspillait rien. C'était à l'époque qu'on jetait rien. On prenait des retails de tissu, de vêtements qui trop portés. On en faisait des courtes pointes, des mitaines à four, des choses comme ça. J'ai pas grandi vraiment avec elle parce qu'elle habitait la Gaspésie. On habitait Trois-Rivières, c'était loin, mais à chaque fois qu'on la visitait, j'appréciais énormément ces choses-là. Ma mère, elle, désolée maman de dire ça comme ça, mais elle n'avait pas ces choses ça en elle. Comme elle disait elle-même, c'est à peine ça cousait un bouton. Elle dit que ça sautait une génération, mais moi, je crois que j'ai ça un petit peu de ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle que je n'ai malheureusement pas connue car elle est décédée quand j'étais bébé, du côté de mon père qui est grec. Elle avait des boutons dans le village. Mon père jeune était berger, puis il me racontait plus tard, quand elle achetait mon premier rouet, il me disait, ta grand-mère, elle prenait la laine, elle faisait des ballots, puis elle mettait ça dans le plafond de la maison, puis l'hiver, elle se mettait sur le bord du feu, puis elle filait. Je m'excuse, vous allez entendre des enfants de temps en temps en arrière. J'en ai 3. C'est un peu aussi pourquoi que j'ai pas fait de vidéo, rien depuis presque 4 ans. Beaucoup de choses est arrivées. Une grossesse à risque très élevé avec ma plus jeune. Un bébé prématuré. Mon père qui est décédé. Ensuite, mon mari qui est tombé en dépression. Mon mari qui est décédé il y a 1 an et demi. Sans mes enfants orphelins, moi veuve. Décédé suite à sa dépression. Suicide. Je veux rajouter ça parce que c'est pas une honte, je veux pas cacher ça. La maladie mentale, c'est très important, c'est pas encore assez parlé. Surtout maintenant en temps de pandémie, beaucoup de gens en souffrent de plus en plus, autant les jeunes que les plus vieux. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à appeler, vous avez personne, vous vous sentez seul. Parlez. Que ce soit juste envoyer même un message à quelqu'un, un de vos amis dans votre cercle, sur Messenger, Skype, appeler une ligne info suicide. Il y a beaucoup de manières parce que ça prend juste un petit clic pour sortir de sa bulle dépressive, je crois. Juste pour au moins que cette journée-là, ce moment-là, vous ne faites pas ce qui est de l'irréparable finalement. Bref, ça a chamboulé toute notre vie, ça nous a brisé le cœur. On apprend à se guérir. Le textile, les arts aident beaucoup pour moi. La création, ça m'a aidé à désangoisser, à mieux guérir. Honnêtement, mon mental a été beaucoup mieux après la perte de mon époux parce que j'ai continué à focusser, à essayer de trouver un milieu là-dedans, quelque chose qui pouvait faire du sens parce que après, ça a été la pandémie. Mon mari est décédé juste à la toute fin d'octobre. Novembre, décembre, janvier, février, 4 mois et demi, boum! La vie elle est encore toute chamboulée. J'ai été extrêmement chanceuse d'avoir autant de gens autour de moi, autant d'amis. Habiter un village aussi, ça l'a aidé beaucoup parce que les gens étaient là pour nous. Du soutien, de l'amour, j'en ai eu tellement que ça m'a aidé beaucoup. Après, la solitude de l'isolation, le confinement volontaire, pour nous, ça a été bénéfique d'arrêter tout, de rester à la maison, moi et les enfants. Ça a été quelque chose qui nous a aidé beaucoup parce qu'on a appris à se reconstruire, à reconstruire notre famille finalement. C'est quelque chose qui, pour nous, était bien. Après, l'été est arrivé. J'ai commencé à reprendre un peu le goût tranquillement à continuer.
à faire un peu de tissage, à faire un peu de tricot. Mais le filage, je n'avais pas touché depuis très longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai sorti un de mes rouets. J'étais allée chercher un rouet de mon studio et j'ai décidé de peut-être parler un peu de ça, filer un peu avec vous peut-être aussi. J'ai pas ma caméra, j'ai pas tout mon stock comme d'habitude j'aurais. C'est mon cellulaire avec un petit trépied qui peut bouger de temps en temps. Ça tient. Fait que je vais essayer plutôt de bouger mon rouet au lieu de la caméra de mon cellulaire. Donc, pour commencer, un projet, c'est jamais trop tard pour continuer. J'avais commencé à filer un Everything but a kitchen sink, on dit en anglais tout sauf l'évier de cuisine. Ça veut dire que c'est un mélange de fibres que j'avais juste tout gardé ensemble, texture, couleur, type de fibres, tout mélangé. C'était des restants, c'est un tout-ski. Ah voilà, le mot que je cherchais, tout-ski. Donc, j'avais déjà fait une bobine ici. Je sais pas si on peut voir, si on peut focuser. Je sais pas si c'est comme ça qu'on focus. Ah! Voilà. Donc, ici, on a un mélange de laine de chèvre mohair. J'ai du Blueface Leicester. J'ai du Superwash Merino avec nylon, cachemire, du MCN qu'ils vont appeler. J'ai de la soie là-dedans. J'ai de l'alpaga. En regardant comme ça, je le sais parce que c'est toutes des choses que j'ai finalement. À part le mérino, le MCN, c'est toutes des fibres que j'ai passé des étés à laver, à nettoyer tous les déchets, là, comme la paille, ces choses-là. On appelle ça skirter en anglais. J'ai lavé les toisons, je les ai teints, j'ai gardé, donc c'est vraiment des mélanges. J'ai un petit peu de stellina à l'intérieur aussi que j'avais rajouté. C'est à peu près tout. Oui, donc j'ai peut-être aussi un petit peu de Romney, qui est une autre sorte de mouton. Blueface Leicester, c'est un mouton à poil long. Donc c'est pour ça aussi que ça va faire beaucoup de texture parce que j'ai différentes fibres. J'ai la soie qui est très glissante. J'ai des coupes de mohair qui sont très courtes. Le mérino est court. Le Blueface Leicester, c'est une fibre plus longue. Donc long, court. Si tu ne gardes pas et tu ne mélanges pas vraiment à plusieurs reprises, ben, quand tu files, ça donne un peu de texture parce que c'est pas égal. C'est correct, c'est comme ça que je le veux. J'aime beaucoup tisser avec de la texture. C'est que soit que ça va être tissé, soit que j'aimerais ça peut-être en regardant les enfants, souvent les enfants jouer dehors. Cet été, peut-être me faire un petit châle. Je fais presque jamais rien pour moi, donc j'aimerais ça peut-être commencer à me vêtir moi aussi de mes propres créations. Et bon, ça, c'était la bobine d'il y a 2 ans. Ça, c'est l'autre bobine que j'ai commencé à refiler un peu aujourd'hui. Mais c'est comme la bicyclette, hein? Tu peux ne pas l'utiliser pendant quelques années, mais aussitôt que tu remets les mains dessus, c'est comme si tu n'avais jamais arrêté. Donc ça, c'est la fibre que je parlais. Oups, on en parle un petit bout. On a des petites bouclettes encore qui n'ont pas passé comme fois la cardeuse. Ça, ici, on a de la soie. C'est tout un mélange. Il y a des fils que je me rappelle d'où j'ai pris, comme le bleu qui est le MCN. Ça, je l'avais pris au Festival Twist à Saint-André-Avelin. C'est un festival de la fibre. C'est le plus gros, le plus hot qui existe au Canada présentement. À chaque été, j'allais au festival qui se passe au mois d'août. Malheureusement que la pandémie cette année, l'année passée, ça avait été cancellé. J'espère que cette année, on va être capable de pouvoir avoir notre propre festival. Oh, ça me manque beaucoup. Voir toutes mes amies, jaser avec des gens qu'on parle sur Facebook, on partage la même passion. Il y a quelque chose de magique, c'est pas remplaçable. Bref, j'avais acheté ça de Laurie, qui a le Black Lamb en Ontario, qui est là depuis le début du festival, les commanditaires, c'est quelqu'un d'exceptionnel, puis qui a beaucoup de fibres aussi à vendre, puis qui produisent aussi leur propre laine. Ils ont une filature là-bas. Le mohair, c'était du mohair que j'avais de mon amie Christine Gagné, qui élève ses propres chèvres, qui vendait du mohair à l'époque que j'avais acheté. Elle a aussi une boutique en ligne qui se nomme Création.
au pluriel, christine.com. Allez voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Elle est aussi revendeur de produits Louet, Magic Craft et Ashford. Ensuite, l'alpaga, c'était de l'alpaga d'une amie à moi, Jennifer, qui habite aux États-Unis. Et le Blueface Lacer et le Romney viennent d'une autre amie qui a, elle a des moutons, elle est fileuse aussi, donc elle élève des moutons pour leur viande, mais aussi pour leurs fibres. Et elle s'occupe bien de ses toisons, puis j'avais acheté des toisons dans le passé, j'en ai acheté tellement, ça n'avait pas de bon sens. Donc, j'en ai beaucoup aussi. J'en ai tout un stock. Puis l'alpaga, ben, c'est le beau petit rose fluo là, que j'ai dedans, le fuchsia. Je vais avoir des teintes aussi qui va passer ici et là, des petits restants que là, je peux pas me savoir. C'était juste des petites couettes ici et là. Puis j'ai décidé volontairement de prendre des fibres qui étaient 1 pouce de long, avec des fibres de 4 pouces de long. Pourquoi? Pour faire de la texture. Je pourrais dire que c'est quasi impossible de faire un fil lisse égal si vous faites ça quand vous cardez. Carder, c'est brosser la fibre tout ensemble, la mélanger, la mettre amalgame. Oh, je parle beaucoup anglais à tous les jours, désolée. Le français, ça revient tranquillement. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à filer un petit peu avec vous. Puis après ça, j'aimerais ça parler peut-être du rouet que j'ai, des choses comme ça. Donc, on va continuer. Finalement, c'est un projet que j'avais mis de côté. J'avais plus le cœur à faire du filage. J'avais plus le cœur à avoir un studio à la maison. C'est quelque chose qui revient tranquillement. J'ai décidé d'avoir un studio à l'extérieur de la maison. Ça me donne aussi la chance de pouvoir sortir. C'est pas comme une boutique, c'est pas quelque chose que les gens sont invités à avoir accès. J'ai pas d'ouverture, c'est pas un commerce, c'est un studio personnel. C'est où est-ce que je peux travailler sans avoir de la laine partout dans ma maison, que ce soit un bordel constant, parce que déjà avec 3 jeunes enfants, c'est un bordel constant. J'aime faire tout à la main, donc c'est pas comme si on mangeait du restaurant ou du tout prêt. Je fais vraiment tout à la main. Je fais mon pain. J'aime ça, faire mes sauces, mes vinaigrettes. Donc, ça prend quand même du temps. Tout prend du temps. Bien nourrir ma famille, ça prend du temps. Je dirais que je peux passer au moins 3 à 4 heures par jour dans la cuisine. On rajoute 2-3 heures par jour de ménage, lavage, vaisselle, etc., etc. Après ça, ben, c'est les devoirs, c'est de prendre un petit peu de temps avec les enfants, plus travailler sur des projets. Donc, ça prend. Les journées sont assez complètes. Je suis debout à 4h45 le matin, puis 9h30, là, j'ai hâte d'aller au lit. Bref, maintenant, je sais pas, ça doit être peut-être le printemps qui arrive, ça sent bon dehors, il y a beau soleil, la lumière est là. On va changer l'heure bientôt. Ça me donne un petit boost d'énergie. C'est comme ma petite vitamine D du soleil de dehors qui me donne envie de recommencer. Puis, sans plus tarder, je vais filer un petit peu. Et voilà. Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est mon fil crée un twist. Pour ceux qui ne connaissent pas le filage, bon, je vais parler de ça après. On va parler de l'anatomie d'un rouet après. Pour l'instant, j'ai juste envie de faire un petit peu de filage avec vous. Parler en général de qu'est-ce qui a amené la passion. Moi, pour filer, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à filer? Je venais de Brendan, mon fils avait 1 an et demi. Ma fille la plus vieille, je venais juste d'accoucher, ça faisait pas longtemps. J'étais à la maison, puis je faisais déjà du tricot, je faisais du crochet, puis j'aimais beaucoup apprendre tout par cœur. J'étais dans une phase que, j'ai le temps d'écouter des vidéos parce que, bon, quand t'allaites, t'as un petit peu la tête, qu'est-ce que je fais pendant que ton bébé boit. Ben, c'est le fun de le regarder, voir, mais
À un moment donné, mon cerveau, il fallait qu'il s'active à quelque chose. Donc, j'avais commencé avec des vidéos YouTube. Puis, comment faire un fuseau avec un CD puis une broche à tricoter. Fait que j'avais commencé comme ça. J'avais regardé sur les petites annonces classées, type Kijiji, les packs sur Internet, voir où est-ce que je pourrais trouver un rouet. Mais les sous n'étaient pas nécessairement là pour acheter un rouet moderne et neuf, donc je cherchais vraiment le deal. Ensuite, je cherchais pour acheter de la laine, mais à l'époque, il n'y avait rien nulle part. Vraiment, c'était comme... c'était difficile de trouver de la laine locale. Je voulais pas acheter de la fibre des États-Unis, payer une fortune. Je n'étais pas au courant de qui vendait localement des... Ce que je trouvais, c'était dans les magasins Michaels, c'était des petites bouboules de laine à feutrer, des kits qui coûtaient cher aussi. Là. Je m'aurais pas fait un mes chevaux avec ça. Fait que j'ai décidé de faire mes recherches un peu plus approfondies. J'étais allée voir le registre des fermes ovines au Québec. Et je regardais qui avait quoi. Là, certaines avaient des races plus rares, d'autres, il y avait des détails sur les types de moutons que ces fermes-là avaient ou dans quelle région qu'ils étaient. Puis, juste comme ça, par hasard, je vois une ferme dans le coin de Sherbrooke, Magog, qui avait qui avait des moutons, il y avait de tout. Il y avait du Dorset, du Romanov, il y avait du Icelandic. Fait que je décide de prendre le numéro de téléphone puis de contacter la ferme directement. La dame est un petit peu surprise. Et j'avais demandé si elle n'aurait pas des toisons à vendre. Puis finalement, elle m'a dit, ben si t'en veux, ça va me faire plaisir de t'en donner. On fait rien avec. Je suis comme, oh wow, le cadeau. C'est qu'on est parti de l'ouest de l'île de Montréal jusqu'à Magog pour aller chercher des toisons de moutons. Vu que elle voulait pas de sous parce que ça, pour elle, elle était juste contente. C'était une ferme bio, puis ils vendaient eux autres la viande. Puis c'est un peu expérimental dans le sens que c'est différentes races de moutons et c'est ça. Fait qu'à la place, ben, j'avais décidé de faire quelque chose pour ses enfants. J'avais fait une cape de Batman pour son garçon, une robe de princesse pour sa fille, quelque chose comme ça. On avait fait du troc, puis c'était vraiment le fun. Fait que ça a été ma première expérience. Là, j'étais allée sur YouTube voir comment travailler le Icelandic parce que c'était à l'époque, je venais d'apprendre que c'était un toison mouton à deux types de poils. Il y avait le poil long, le poil court en dessous. Le poil long était plus rêche, et tandis que le poil court qui était en dessous, la sous-couche, lui, c'était doux, puis très chaud. C'est que j'avais appris à comment peigner pour séparer ces deux poils-là. J'avais appris avec... Blue Mountain Fibercraft, si je ne me trompe pas. Je vais confirmer dans les commentaires. Cette femme-là, aux États-Unis, elle avait des tutoriels pour comment peigner la fibre. Je crois qu'ils faisaient la promotion de peigne et des choses. Ils étaient tellement populaires. Il y avait des listes de 1 an d'attente pour leur peigne. C'était comme, j'en rêvais, mais j'ai jamais pu acheter leurs produits parce que le backorder, le fait que aussi c'était difficile de faire de poster au Canada, ça coûte extrêmement cher. Mais j'ai appris beaucoup de eux. C'est ça. Avec YouTube, ma fille dans les bras, en train de l'allaiter, j'avais appris beaucoup. Une fois qu'elle a commencé à marcher, elle était beaucoup plus indépendante. Là, j'avais tombé dans la pratique. Mais j'ai procédé beaucoup pendant longtemps. La laine de mouton, je me suis fait un vrai stage avant de pouvoir même commencer à filer. Parce que moi, le ciseau que j'avais fait, là, je vous dis, là, c'était vraiment archi nul. Si j'avais continué à juste essayer de filer avec ce fuseau-là, j'aurais jamais filé. Il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il faut absolument apprendre au fuseau, la technique avant de commencer au rouet pour comprendre le fonctionnement de comment faire un fil. Moi, je dis non. C'est soit que tu l'aimes le fuseau, tu veux le faire, parfait, j'ai rien contre ça. C'est encore plus manuel, moins mécanique. Mais moi, c'était vraiment pas, c'était pas pour moi, du tout. Je trouve ça très beau à voir, par exemple. Les gens qui manipulent un fuseau, là, correctement, c'est avec une quenouille en plus, c'est comme mon amie Julie Kavanagh, là, une excellente fileuse de fuseau. Bref, un jour sur Kijiji, je vois un rouet vintage, il appelle ça des Indian Heads, c'est des rouets avec des grosses bobines géantes à vendre pour environ 100$ à Trois-Rivières. Je fais, ma mère
Mon père habite Trois-Rivières. Donc, j'appelle la dame, je lui demande si c'est un rouet fonctionnel. Puis ça me dit oui. Elle avait acheté ça dans les années 60. Sa mère avait acheté un mouton. Puis, yali yali ya. C'était pas quelque chose. Elle avait ça dans son studio comme décoration depuis des années. Elle n'avait jamais vraiment filé avec. C'était quelqu'un qui faisait du vitrail. Bref, on descend, on se dit, on va aller voir. S'il fonctionne, tant mieux. Sinon, ben, ça va faire une visite familiale. Je l'ai acheté. Ça venait avec une toison lavée, mais une toison de mouton d'Orsay qui avait plus de 40 ans. Je l'ai teint avec des pleurs d'oignon, puis je l'ai filé. C'était quelque chose. Mon père, c'est là qu'il m'a expliqué que ma grand-mère maternelle avait des moutons parce que ma grand-mère a élevé 8 enfants en tant que veuve. Puis mon père, quand il avait 4-5 ans, c'était lui qui était berger en Grèce dans les montagnes de leurs moutons. Puis quand c'était le temps de la tonte, elle faisait des ballots, puis il mettait ça dans les plafonds de la maison. C'était une petite maison rustique, là. C'était un petit peu vie de misère, là, après deux guerres, la guerre mondiale, la guerre civile qui s'en est suivi après. Bref, pour eux autres, c'était une manière de se garder au chaud. La Grèce, c'est pas nécessairement un pays, c'est pas un pays tropical, là. Ils ont des hivers, surtout dans les montagnes, parce que mon père venait. Il fallait s'habiller chaudement, faire des bons bas, une bonne sucre. C'est que ma grand-mère, elle a filé au fuseau. C'était comme c'était comme une baguette finalement. Je ne me rappelle plus du nom de ces fuseaux-là, mais il n'y a pas de bourron. C'est vraiment juste comme conique. Puis c'est là qu'il m'a dit, ah, ta grand-mère faisait ça. Puis j'avais aucune idée. Et j'étais pas mal fière de voir que je suivais les traces de ma grand-mère d'une certaine manière. J'ai commencé avec ce gros rouet-là qui faisait de la grosse laine artistique. Puis j'adorais ça. Jusqu'à temps que j'avais envie de faire quelque chose de plus fin. Parce que plus tu files, plus tu vas essayer d'acheminer les buts. Au début, c'est juste intuitif. Tu y vas, tu découvres, tu expérimentes toutes sortes de fibres, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de choses. Rajouter des perles, des boutons, n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. Après, tu vas essayer d'avoir des techniques. C'est que là, je pouvais avoir des techniques pour faire du bouclé, pour faire du homespun, pour faire des petits twists. Il y a pas ça des coils, mais ça ressemble à des nids d'abeilles. Mais après ça, je me suis dit, j'aimerais ça faire du fin. C'est là que j'ai acheté mon deuxième rouet, qui était un Desjardins Kamouraska, un rouet antique de 1880-1890. Si je regarde les documents historiques de la compagnie, ils ont arrêté en 1895, si je ne me trompe pas, à fabriquer les rouets. Ils en ont fait pendant peut-être 10 ans maximum. Donc, ça me situe un petit peu où est-ce que pour dater mon rouet, mais il était vraiment trop vite. C'était un rouet olympien, qu'on pourrait dire. J'étais incapable, ça m'a pris au moins 2 ans avant de pouvoir filer dessus. Donc c'est là que j'ai l'achat d'un troisième rouet est entré. Un Louis S90, c'était vintage mais magnifique. J'ai adoré ce rouet-là. Il était portable, il était pliable. Donc il me faisait glisser en dessous d'un lit si on ne voulait pas la place. Et c'est là aussi que j'ai acheté ma deuxième cardeuse. La première, c'était une Madewell vintage avec des gros pic-pic, distancié, un tapis de cuir encore, que mes enfants ont joué beaucoup avec, à faire des mélanges de couleurs parce que tu vas te mettre les mains entre les doigts, hein, puis c'est impossible de se blesser avec ça. Le deuxième, c'était un Strach. Désolée pour la prononciation. Lui, il avait des lames au petit tambour au lieu d'avoir des aiguilles. C'était quelque chose. Lui, il fallait que je le cache sans faire. Mais il faisait des blendings, des mélanges magnifiques. Il n'était pas le plus fin sur les tapis, les aiguilles, mais il faisait vraiment unifié. Je l'ai vendu, puis je pense que je le regrette. J'ai acheté beaucoup de choses dans la fibre pour les essayer, après toutes les marques, des styles différents. Puis j'en ai revendu beaucoup après avec un petit peu de perte, mais bon. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin que tu as toute une sélection, tu as toutes les marques que tu peux aller visiter et essayer. C'est à peu près possible ici, au Québec. J'imagine que, aux États-Unis, il doit y avoir plus ça parce que, comme le Woolworth, Yarn Paradise, c'est des endroits que, justement, ils ont tout en stock. Tu peux aller essayer, tu peux choisir ici. Ça devient de plus en plus populaire, mais il n'y en avait pas encore.
C'était encore assez rare quand j'ai commencé il y a 10 ans là, à m'intéresser, puis à 8 ans, à commencer à filer, là, c'était comme on était des oiseaux rares. Donc, c'était quelque chose qui revenait. Il y en a qui n'avaient jamais arrêté, mais c'était comme la première, on pourrait dire la première vague. J'aime pas trop dire ça avec la pandémie maintenant, mais c'était comme la première vague de faire revivre la passion du filage et tout ça. Peut-être parce que moi, je venais de découvrir ça, mais je pense pas parce que je regardais. Il y a beaucoup plus de choses du côté des États-Unis qu'au Québec, pour comme information. Bref, j'en étais rendue où? Oui, troisième rouet, deuxième cardeuse. Il me fallait des peignes. Donc, Valkyrie a été les peignes que j'ai achetées après avoir supplié mon mari de me faire des peignes maison, un hackle qui est comme une rangée de peignes mais maison pour peigner, donc garder la fibre. J'avais essayé de me faire un blending board avec des brosses à chien, du Dolorama collé. En tout cas, j'ai dépensé une fortune à essayer de faire des DIY. Puis c'était jamais assez parce que ça fonctionnait pas bien. Bref, ça coûte cher, des bons outils. On peut commencer à expérimenter en faisant nous-mêmes pour voir si on aime ça avant d'investir. Mais honnêtement, avec mon expérience, c'est mieux d'acheter seconde main ou même neuf quelque chose. Essaye-le. Si tu l'aimes pas, tu le revends. C'est tout. Tu as perdu un petit peu de sous, mais si tu fabriques quelque chose, ça te coûte 100$ de matériel, puis c'est pas ce que tu veux, ça marche pas bien, ben tu peux pas le revendre parce qu'il est pas. C'est gossé finalement, puis tu as perdu ton argent. Donc, des fois, c'est mieux de juste acheter, essayer. Si c'est pas pour toi, ou tu voulais juste toucher un peu à ça, mais c'est pas quelque chose que tu vas continuer, tu le revends. Le marché est là, les gens, de plus en plus, anyway, s'intéressent au textile. Et il y a toujours quelqu'un qui va vouloir l'essayer, l'expérimenter aussi. Ça, c'est mon petit conseil. Bref. Après ça, ben, j'ai eu ma période. Oh my God, j'adore les roues antiques. Je me suis inscrite sur Ravelry. C'est Canadian Production Wheel, CPW. C'est un groupe sur Ravelry. J'ai appris énormément sur l'histoire des rouets Canadian Production Wheel, qui sont des rouets québécois, en fait. Au Canada, il y avait d'autres fabrications, peut-être un peu en Ontario, mais c'était des rouets complètement différents. Nos rouets québécois, notre patrimoine est connu vraiment mondialement et est aimé mondialement aussi. Puis je trouve que c'est triste, mais ils sont connus internationalement beaucoup plus. Puis on parle aussi de la généalogie des fabricants, leur nom, qui ont épousé, Ils ont tous ces détails-là, puis nous autres, on est là, ben, on fait rien que ces rouets-là, on en fait des lampes, des pots de fleurs, c'est dehors, c'est laissé à pourrir, c'est comme, ça fait mal au cœur. C'est que j'avais commencé à dire, ah, faut toutes les sauver. Que je farfouillais tous les sites internet de revente avant le Facebook Marketplace, avec les JPack, tout ça. Puis aussitôt que je voyais des rouets à vendre dans mon budget, qui avaient l'air assez en bon état pour pouvoir être filés, on a fait à peu près le trois quarts du Québec sur la route, en road trip, aller chercher des rouets. Moi, leur donner la bonne vie, les restaurer, les nettoyer, les graisser, puis faire pour qu'ils fonctionnent bien. Mon amie Julie Kavanagh, je lui ai envoyé plusieurs de mes bobines pour pouvoir en faire d'autres. Elle travaille très bien, elle est ici en Ontario. Elle a une boutique Etsy. Puis elle a un tour à bois, c'est une artiste extraordinaire qui est capable de tourner la bobine parfaite. L'épinglier aussi, s'il y en a qui ont des épingliers brisés, capable d'en faire. J'ai envoyé plusieurs de mes rouets pour ça. Bref, à un moment donné, j'étais rendue à 14 ou 17 rouets. Je pense que j'avais 14 antiques plus d'autres modernes. J'ai essayé un peu toutes les sortes. J'ai vraiment. C'était un peu crackpot, mais bon, après ça, je les revendais. Puis la plupart des roues antiques, je les ai revendus au prix qui m'ont coûté. Là. Gaz, teinture, vernis, le papier sablé, le prix du rouet. Puis je calculais tout ça. Je le revendais à ce prix-là, juste à des fileurs, juste pour être sûr, les fleurs et les fileuses, pour être sûr qu'ils ne soient pas mis au chemin, ils ne soient pas maganés, mais que quelqu'un d'autre peut lui donner l'amour aussi. Puis continuer, la continuité, la fierté de notre patrimoine, de nos ancêtres qui ont fabriqué ces 10 rouets-là, qui sont encore solides 100 ans plus tard, puis qui sont aimés partout à travers le monde. C'est quelque chose d'important. Donc,
c'est ma passion du filage. La passion n'est pas nécessairement juste le mouton, mais vraiment l'ensemble. C'est surtout dans les roues antiques. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était dans le filage. Prochaine vidéo, j'espère pouvoir parler de l'historique du rouet que j'ai présentement, qui est un Doukhobor. Je ne vais pas bouger la caméra parce que ça va shaker trop. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comme ça ici. Donc, ce rouet-là. Ça s'appelle en anglais un castle wheel, donc un rouet de château, parce que c'est fait en long au lieu d'être en large comme le rouet québécois, qui sont plus traditionnels. Ça, ces rouets-là sont plus compacts, ils prennent moins de place, c'est le fun. Ils ont une origine russe, mais fabriquée en Saskatchewan, dans la communauté des Doukhobors. Je ne vais pas m'étendre sur son historique parce que je vais garder ça pour une autre vidéo. Bref, on est déjà à 36 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai à peine filé, hein? Donc, c'est ça. Je vais faire... mon but, c'est que j'ai tout ça de fibre encore en arrière de moi. J'ai ça ici, j'en ai encore ici. Puis, le bleu, comme ceci, qui est mon Superwash Merino cachemire nylon. J'en ai encore assez pour faire juste du bleu, là, sans mélange tel quel. C'est que j'avais pensé peut-être faire un 3 brins avec un brin de celui-là, un brin de bleu comme ça et un fil dedans, soit un fil de mohair ou d'alpaga commercial pour que ça ait une texture un peu ondulée. Puis j'aurais aimé me faire un petit châle, mais je ne sais pas si c'est une couleur qui va bien. Je sais que j'aime le bleu. J'ai les cheveux noirs. C'est que je me dis, le noir, habituellement, ça fait avec pas mal tout, mais pas sûr du jaune dans ma face. Bref, si ça aurait été un petit châle pour mettre avec une veste de jeans au printemps, ça pourrait être ça. Un chapeau, je me vois pas avec ces couleurs-là. C'est trop pastel pour moi. C'est pas dans mon teint. Ça va pas avec mon teint. Fait que soit que je tisse avec, soit que je me fais un petit col ou un petit châle. J'en fais plus pour les enfants. Ma main cheap. Non, c'est parce que à chaque fois que je fais un projet, à partir de rien, là, je veux dire, toison, je vais tout laver, je vais tout squirter, tout ça. Je mets tellement d'heures, tellement de temps je me dis, une toison complète, là, du début à la fin, c'est un bon... je peux mettre un bon 40, 60, des fois 80 heures d'ouvrage, avant même de commencer à tricoter ou tisser. C'est fou, là. Là, je me rappelle, j'avais fait une tuque à ma fille. Ça m'avait pris 30 heures. 30 heures du début à la fin. À partir de la